se lève client, on mange client. Un élément qui est marquant, en tout cas qui moi m'a surpris positivement, c'est… Tu vas lever de l'argent, c'est pas pour faire tu as envie de burner du cash. Ça va vraiment dépendre du stade de maturité de la société. Ok. C'est assez contre-intuitif, mais les meilleurs commerciaux que j'ai vus dans des sociétés ne sont pas en tout cas la caricature du commercial. Pour propulser les entrepreneurs du logiciel SaaS vers le succès, Sébastien Leroy, partenaire chez Serena, ainsi que son équipe ont créé il y a 3 ans le European SaaS Benchmark. C'est un travail d'analyse colossal qui a été mené auprès de plus de 700 entreprises et qui a permis de construire ce qui est pour moi l'un des meilleurs moyens de trouver ses repères en tant que logiciel SaaS. Comparer ces chiffres, les comprendre, décider et même parfois se rassurer, ce benchmark a beaucoup de vertus et c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui. Pour ce faire, nous sommes accompagnés de Sébastien Leroy, le co-responsable de ce travail de titan d'une grande qualité que, je dois le souligner, j'ai pris énormément de plaisir à lire. J'ai trouvé ça passionnant, utile. C'est la raison pour laquelle je suis ravi aujourd'hui de vous présenter cette interview avec Sébastien Leroy. Vous allez le voir, il y a beaucoup de faits intéressants, des chiffres clés, il y a de vraies leçons de sagesse dans cette interview. Moi, j'ai pris un grand plaisir à la faire. J'espère que vous allez en prendre autant à la visionner. Merci Sébastien pour ce bon moment. Et place à l'interview. Salut Sébastien, comment ça va? Salut Quentin, ça va super. Cool. Et toi? Ça va super, écoute, merci de nous recevoir. Heureux de t'accueillir dans les bureaux de Serena. Oui, je suis très content. La dernière fois, c'était il y a un peu plus longtemps, donc ça fait plaisir de revenir. C'était avant le Covid, il me semble. Exactement, tout à fait. Écoute Sébastien, toi, tu es VC depuis 7 ans chez Serena. Exactement. Serena, donc c'est un fonds d'investissement, c'est parmi les plus actifs en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est VC? J'ai dit fonds d'investissement, j'aurais pu dire VC. Et ce qu'est le métier de VC aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Alors moi je m'appelle Sébastien, je suis VC depuis effectivement un peu plus de 6 ans maintenant chez Serena où j'ai rejoint l'équipe. Et qu'est-ce qu'un VC, ou en tout cas qu'est-ce qu'un VC chez Serena? Ouais. Nous, la mission qu'on se donne chez Serena, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui sont ambitieux et innovants et de les accompagner dans leur ambition justement. Et donc en général qui passe par l'ambition de créer une société, une technologie et en fonction du stade de maturité, comment est-ce qu'on construit un produit, comment est-ce qu'on le met sur le marché et comment est-ce qu'on va chercher de l'expansion. Et on se met au service des entrepreneurs pour le faire en leur donnant des capitaux, c'est un peu la première chose, mais aussi ce qu'on se disait tout à l'heure du smart money, donc comment est-ce qu'on essaye d'être le plus impactant dans la trajectoire et le plus au service des entrepreneurs et de leurs équipes. Et ça, c'est le gros changement de ces dernières années en France, à un moment où avant les fonds d'investissement, ils venaient, ils larguaient leurs millions et ensuite ils revenaient en espérant faire leurs multiples. De plus en plus, on voit des fonds qui veulent faire donc cette smart money, accompagner les entrepreneurs dans leur succès. Et c'est pour moi en tout cas Serena, l'un des pionniers en France qui s'est mis à faire ça, avec les squads, avec tout l'écosystème que vous avez réussi à créer. Est-ce que tu peux nous parler de ce modèle justement d'opération? Yes, avec plaisir. Le modèle de Serena, il s'est construit sur 2 piliers. La conviction qu'on a, c'est de se dire que pour réaliser une boîte, le but, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'aller le plus vite possible. Et donc, ça repose sur 2 choses. C'est d'avoir un market fit qui est extrêmement fort, donc un produit qui est très aligné avec son marché, et d'avoir une capacité d'exécution sur lequel on arrive à créer un cercle vertueux. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a structuré le modèle chez Serena, avec l'équipe d'investissement qui va vraiment être en ownership de cette partie equity story et de cette partie stratégique dont je te parlais qui est le product market fit. Et à côté de ça, une équipe qu'on appelle operating, qui sont principalement des anciens entrepreneurs qui ont monté 1, 2, 3 sociétés, revendues, connu l'échec, connu le succès et qui vont mettre à profit les entrepreneurs mais aussi les C-level. Et donc ça, on pourra peut-être revenir un peu plus en détail dessus parce que ça, c'est un vrai élément, je pense, différenciant dans ce que fait Serena. Les accompagner dans leur croissance et les accompagner surtout dans leur job desk qui change tous les 6, 9, 12 mois en fonction de la croissance de la boîte. Et ça, c'est ça le vrai gros changement. Quand je suis rentré dans la salle de réunion, j'ai vu un objet et c'est ce qui nous a un peu amené à cette discussion, cet objet. Je te le donne. Est-ce que tu peux nous en parler? Merci. Ouais, donc cet objet, c'est un prix qu'on a gagné il y a une petite dizaine de jours, une petite quinzaine de jours même. Pendant le France Digital Day, je le pose là, hop. Le trophée. Le trophée de je sais plus quelle était la détermination exacte, mais qui était un peu qui venait récompenser le meilleur accompagnement des entrepreneurs et des sociétés aujourd'hui. Et donc il y avait beaucoup de VC qui étaient listés et on a eu
l'honneur et la joie de le remporter. Et donc c'est vrai que ce trophée, il représente beaucoup pour l'équipe de Serena parce que effectivement, on a été assez pionnier dans cette prise de position et pas mal challengé au début en se disant ok, c'est quand même une part significative des management fees qui sont destinés à embaucher des gens qui se mettent au service des sociétés dans lesquelles on investit et au service des entrepreneurs. Et donc c'était un modèle qui était un peu pionnier en 2016 quand on l'a lancé, principalement porté par quelqu'un qui s'appelle Amélie Faure. Très bien, qu'on salue. Qui était conseillé, coucou Amélie, et qui s'inspirait notamment de quelques modèles aux US, dont Andreessen Horowitz qu'on connaît bien, dont Silver Lake, dont C'était OpenView. Andreessen les premiers à avoir fait ça côté US? Andreessen, c'était un des tout premiers, ouais, qui s'est vraiment construit sur ce modèle. Et je crois qu'ils sont nés en même temps que Serena à 6 mois près, en 2008. D'accord. Bon, entre-temps, ils ont levé 9 milliards, on en a levé 1, mais ouais, c'est un des premiers à vraiment l'avoir assumé. Et puis après, il y avait quand même quelques fonds plus late stage pour le coup, type Silver Lake, qui ont ce modèle depuis un peu plus longtemps. Mais Andreessen l'a vraiment formalisé avec cette approche extrêmement hands-on, avec vraiment des entrepreneurs pour les entrepreneurs et puis des experts qui sont verticalisés. Et cet ADN-là, on l'avait déjà de Marc-Xavier Philippe, qui sont les fondateurs de Serena, et il a vraiment été formalisé dans une équipe qui est cette équipe operating depuis 2016. Si je résume, Serena, c'est un fonds qui existe depuis 2008, qui a déployé quasiment 1 milliard d'euros. J'imagine que vous n'avez pas encore tout déployé, mais on peut se dire assez facilement que vous avez déployé 1 milliard d'euros. Beaucoup en France, pas mal en Europe aussi, je crois. Ouais, 3/4 à peu près en France, le reste en Europe, et un tout petit peu aux US. On a quand même un core focus test d'investissement et sourcing qui est en France, avec une vocation d'accompagner nos sociétés, principalement logicielles, sur un déploiement américain. Et ce mot accompagner, il est très important chez vous et il est symbolisé par ce dont tu viens de nous parler ici, au milieu de la table avec les squads. Super. On revient dans cette étude, énorme étude, 700 boîtes interrogées, ça a dû être un travail colossal. Je crois que tu n'étais pas seul pour le faire, tu avais une équipe. Non, j'étais pas seul, on était plusieurs. Qui il faut remercier pour cette étude? On peut remercier Sybille, on peut remercier Eba, on peut remercier Frédéric, mais on peut surtout remercier toute l'équipe Serena qui globalement a mis à dispo son réseau et ses compétences pour la sortir. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est chouette d'avoir 700 sociétés. C'est énorme, voilà, 700 sociétés. Donc ce benchmark, c'est quoi? C'est une analyse des KPI fondamentaux des SaaS européens. L'étude, allez la voir, elle est très très bien faite. D'ailleurs, je mets un lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez télécharger l'étude directement. C'est vraiment un travail monstre. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont tenté ce travail, des fonds, des logiciels, enfin plein de boîtes ont tenté ce travail. Peu l'ont fait aussi bien que vous et ça, je le souligne. C'est pour ça que je suis venu te voir pour te dire qu'il faut absolument qu'on parle de l'étude. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de faire ce benchmark? C'est une bonne question. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que en tant que VC, et donc dans la phase un peu d'assessment des sociétés qu'on pouvait voir sur le marché, les benchmarks auxquels je me référais étaient principalement des benchmarks américains. Okay. Et donc je regarde, KBCM fait un super boulot, OpenView fait un super boulot, mais leur référentiel est très US. Et donc un peu compliqué d'aller comparer des burns, des net retention rates, certaines métriques avec des comparables uniquement américains. Ouais. Et donc ça, c'est sur la phase vraiment, quand on investit dans une société, comment on la benchmark. Et donc du coup, forcément, on voit le marché, mais c'est quand même toujours pas mal d'avoir un peu un regard externe, donc d'utiliser un benchmark un peu formalisé. Et après aussi, pour les sociétés du portefeuille qu'on accompagne, pouvoir leur permettre de se comparer à leurs pairs. Et c'est pareil, on les projetait sur des benchmarks uniquement US. Ouais, et c'est le truc, tu dis, ouais, mais c'est pas pareil, c'est les États-Unis. Exactement. Et du coup, il y a toujours une bonne raison de pas s'y comparer. Ou de justifier qu'on est pas… Il y a 350 millions de personnes. Exactement. Okay. Et donc, du coup, ça, c'est un peu ça, c'était un peu la première étape. Et ensuite, la deuxième, c'est qu'on a écrit aussi pas mal de contenu qu'on a co-écrit avec nos sociétés du portefeuille. Et donc, on s'est dit, bah tiens, en fait, on a peut-être quelque chose à faire. Et donc, ça, c'était il y a 3 ans. Ouais. Première version du bench, ouais. Ouais, la première était il y a 3 ans. On avait parlé avec une centaine de sociétés à l'époque, ce qui nous paraissait déjà génial d'avoir la donnée, parce qu'on descend en détail sur
un peu plus de 30 data points par société. Ok. Et donc année 1, on récupère la donnée d'une centaine de sociétés. Année 2, on a la data de 250 sociétés. Et puis là, cette année, on est assez heureux d'avoir dépassé le seuil des 700 boîtes. En fait, vous avez une croissance de start-up, x2,5, Ouais, exactement. x2,5 presque. Exactement, on est dans un T2, D3, on vise le statut de licorne sur le SaaS Benchmark. C'est magnifique, bravo. Admettons, moi je suis un logiciel SaaS, je me cherche, je me demande si ma croissance elle est normale, si le montant que mes commerciaux rentrent en chiffre d'affaires annuel c'est normal. Quelle est la plus grande vertu au-delà de la comparaison directe de ce benchmark aujourd'hui pour un dirigeant de SaaS? Le premier quand même, c'est déjà de savoir où on en est par rapport à ses pairs. Et donc ça donne quand même un indicateur. Et surtout de pouvoir aller comparer des métriques d'efficience. Donc on pourra peut-être parler un peu plus en détail, mais notamment par rapport à la taille de sa société, notamment par rapport au business model qu'on a, à la cible client qu'on a. Est-ce qu'on adresse du SMB, donc plutôt du petit ou du moyen compte? Est-ce qu'on adresse plutôt ce qu'on appelle de l'enterprise qui va être du grand compte? Et donc l'enjeu, ça va être en fonction du référentiel et du terrain de jeu dans lequel on joue, savoir un petit peu où on en est. Où on en est, ouais. Et ça, c'est la force de ce benchmark, j'ai trouvé, c'est que comme vous avez réussi à segmenter vos données, c'est comparable. Si aujourd'hui vous faites moins d'1 million d'euros d'ARR, vous allez trouver des sociétés qui font tout aussi moins d'1 million d'ARR et vous pouvoir vous comparer à elles. Et ça, c'est la force de ce bench au final, enfin l'une des forces de ce bench. Ouais, exactement. Sachant qu'on a un petit biais de données qui est quand même concentré plutôt sur des sociétés entre 0 et 15 millions d'ARR, mais qui représentent une grande partie du marché. Enfin, on en parlait un peu juste avant, mais qui représentent une grosse partie du marché européen. L'une des grosses données d'ailleurs, moi que je retiens, c'est que cette analyse, 80% des sociétés que vous regardez, c'est entre 0 et 5 millions. Donc c'est pas encore des mastodontes. C'est comparable pour la plupart des boîtes aujourd'hui qui souhaitent le faire, quoi. Ouais, exactement. Ok, donc maintenant on va faire, un petit zoom sur les types. Donc le scope justement, tant qu'on y était, c'est des boîtes qui sont de embryons de sociétés qui pensent peut-être à lever de l'argent ou qui veulent pas le faire, mais qui sont dans leurs premières dizaines de milliers d'euros d'ARR. Jusqu'à des sociétés qui arrivent à faire, pour la plus grosse, je crois, c'est 200 millions d'euros d'ARR. Ouais, un petit peu plus de 200 pour la plus grosse. On voit que c'est beaucoup des SaaS qui sont B2B, avec 62% qui sont soit dans le mid-market, soit dans l'enterprise. Donc mid-market, enterprise, c'est société intérieure, mais disons plus de 250 personnes, en général entre 100 et 250 personnes et au-delà. Donc on parle vraiment de vente B2B qui commence à être complexe. C'est intéressant parce que les gens qui nous suivent sur la chaîne sont surtout dans ce milieu-là, donc c'est 100% pour vous. Ça veut dire aussi que beaucoup des sociétés qui sont dans votre écosystème, ils sont dans cette configuration, quoi, au moment où elles arrivent chez vous. La nouveauté par rapport aux années précédentes, c'est que vous proposez un framework, donc un modèle pour comparer l'efficacité de l'entreprise du lecteur en fait. Donc si vous avez un logiciel SaaS, vous allez pouvoir vous comparer directement. Et c'est une nouvelle catégorie d'analyse qui est le département produit. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner les catégories que vous avez analysées dans cette étude? Carrément. Peut-être pour revenir sur les trois nouveautés qu'on a cette année, c'est effectivement ce qu'on appelle un framework de capital efficiency. Donc en français, qu'est-ce que ça veut dire qu'être efficient d'un point de vue capitalistique? On entend énormément de VC dire il faut… maintenant, on ne regarde pas uniquement la croissance à tout prix, on regarde aussi l'efficience capitalistique, mais finalement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et donc là, on propose un peu une manière de l'analyser, en tout cas la manière dont nous, on l'analyse chez Serena, suivant 5 métriques, qui sont le taux de croissance, la Rule of 40, le Net Retention Rate, l'ARR par employé et le Burn Multiple. On pourra revenir un peu plus en détail dessus. Je les envoie très rapidement. Donc ça, c'est un peu la grande nouveauté. En tout cas, pour nous, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir rentrer dans le détail de ce que ça veut vraiment dire efficience capitalistique, au-delà de ce terme-là qui est quand même très utilisé dans la presse, très utilisé par les investisseurs et presque un petit peu galvaudé. Le deuxième prisme qu'on a pris qui est nouveau, c'est analyser l'equity story. Donc quelles sont les valorisations aujourd'hui sur le marché en fonction de la levée de fonds qui est réalisée et qu'est-ce qu'il faut avoir réalisé pour lever ces fonds. Encore une donnée qui a beaucoup changé d'ailleurs ces dernières années, même presque ces derniers mois. Ouais. Et d'ailleurs, on est déjà obsolète en fait. Donc c'est aussi à prendre avec beaucoup de recul parce que finalement, on est sur de la donnée qui a quelques mois, mais on est sur un marché qui bouge tellement vite que on est déjà sur de la donnée obsolète. Ça c'est bien de le dire. Et qui du coup oblige de quand même prendre beaucoup de recul sur les analyses qu'on peut avoir dans ce benchmark. Et puis la troisième grande nouveauté, c'est effectivement toute la section produits dont tu parlais.
qu'on a fait en partenariat avec June. D'accord. Et donc où effectivement on donne un prisme un peu plus, parce qu'on donnait un prisme historiquement très go-to-market, donc ton funnel de sales, ton marketing, quand est-ce qu'on recrute un CMO, etc. Et donc là on voulait donner aussi une connotation un peu plus produit. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a ajouté cette section. Et du coup si je reviens à ta question initiale, effectivement donc on a une partie vraiment financière et les KPI qui sont liés au SaaS. Une deuxième partie qui va être plus les équipes et l'organisation que je dois mettre en place, et notamment en fonction de mon niveau de maturité et en fonction de ce que j'ai déjà démontré sur le product market fit, sur l'expansion, sur les marchés que j'adresse. Une partie go-to-market et expansion, notamment expansion américaine. Donc quand est-ce que je dois aller aux US, enfin quand est-ce que je peux ou veux aller aux États-Unis, comment je le fais, est-ce que je le fais en remote, est-ce que je recrute une personne sur place, est-ce que je recrute une équipe, est-ce que j'envoie un fondateur, enfin toutes ces questions un peu critiques et éternelles et qui reviennent sur la table régulièrement. Une partie plus produit qu'on a évoqué, et puis aussi un dernier axe mais qu'on avait lancé déjà depuis l'année dernière qu'on appelle sustainability, qui est sur les émissions de CO2, est-ce qu'on a des femmes ou pas dans son board, le niveau de diversité aussi dans ses équipes. Et donc là on prend le pouls depuis l'an dernier. Il y a quelques évolutions, mais en tout cas l'une de mes questions prend le là-dessus. pouls, ouais. Vous avez fait participer des experts à l'analyse de ces chiffres, et il y a une super citation d'une des personnes qui explique que, et on en parlait aussi avant, donc on pourra présenter ton point de vue là-dessus, mais historiquement les commerciaux ils adorent signer des contrats sur plusieurs années, 2-3 ans, que effectivement c'est quelque chose qui est poussé, mais ce qu'on se rend compte c'est que ça porte un préjudice à tout ce qui est upsell derrière, parce que comme le contrat, et c'est ce qu'explique la personne, et c'est vraiment génial, comme le contrat est verrouillé, il y a une forme de désintérêt de la part des commerciaux qui font qu'ils ne vont plus travailler à essayer de chercher de développer le compte. Mais tu as une petite nuance à ajouter là-dessus et ça m'intéresse de la connaître. J'ai une nuance contextuelle. Non mais déjà je peux abonder la citation avant de la nuancer. Qui est de Michael Mansart ou Michael Mansart, comment on dit? Mike. Exactement. Donc de Mike Mansart, de Zura, ouais. Si je reviens un cran en arrière, une des métriques qui est extrêmement importante et que moi personnellement j'adore, c'est le net retention rate. Ouais. C'est-à-dire quand je fais l'acquisition de 1 euro de new ARR, donc de revenus récurrents annuels, combien cet euro vaut l'année suivante. Et donc si je prends un exemple tout bête, si j'ai 120% de net retention rate, quand j'acquiers 1 euro, cet euro l'année suivante il vaut 1,2 euros. C'est mécanique. Et là-dedans, tu inclus la perte et aussi la croissance organique. Tu inclus les deux. Ouais. On inclut tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu as fait plus de ventes que plus 20%. Tu as une compensation à faire. Tu peux compenser ton churn si tu as du churn. Ce qui est une info hyper importante. Du gross revenue retention qui lui ne prend pas en compte, prend uniquement en compte le churn. Ouais. Et en fait, c'est hyper puissant parce que si je donne quelques exemples, si on a 120% de net retention rate, si jamais je n'acquiers pas de nouveaux revenus ou de nouveaux clients, juste avec le net retention rate, je vais doubler de taille de société tous les 5 ans. Ouais. Même pas. En 5 ans, c'est en 5 ans. Ah ouais? Si j'acquiers pas de nouveaux clients. Parce que tes 120, c'est sur l'année d'avant. Ah oui, 5 ans. Oui. Gros, parce que c'est sur la base. C'est pas de l'intérêt composé. Non. C'est pas de l'intérêt composé, ok. Si je suis à 110%, je vais doubler tous les 8 ans. Si je suis à 100%, je reste flat. Donc je reste ISO, ce qui est déjà quand même pas mal. Pas mal. Donc ça c'est le concept du net retention rate. Et globalement, pour être ce qu'on appelle best in class, il faut être supérieur à 120 voire 125%. D'accord. Donc pour faire partie des meilleurs, exactement, il faut réussir à générer, compenser le churn plus 20 à 30% d'upsell. Ok. Et d'ailleurs sur cette métrique, ce qu'on voit, c'est que, parce que je regarde le marché européen, mais je le compare aussi à ce qui se passe aux États-Unis. Globalement, la métrique de net retention rate est optimisée très tôt sur des boîtes US versus en Europe, où c'est plutôt une métrique sur laquelle on va travailler quand on est un tout petit peu plus mature. D'accord, pourquoi? Je pense qu'il y a une question d'ADN. D'ADN, je pense que pour le coup, les VC US, sans vouloir tomber dans la caricature et la généralité, mais les VC US et les entrepreneurs US ont cette conscience du net retention rate qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus tôt que les entrepreneurs européens. D'accord. Et donc c'est aussi pour ça que dans le framework d'efficience capitalistique, on a vraiment fait ressortir cette métrique-là comme une métrique qui est super importante parce que c'est un levier d'efficacité
j'allais dire commercial, mais oui, commercial, qui est super fort. Il y a un chiffre dont je voulais parler avec toi et qui va avec le NRR. C'est le NPS, parce que si tu n'as pas un bon NPS, c'est difficile d'avoir un bon NRR évidemment. Ouais. Ce qu'on constate dans l'étude que vous avez faite, c'est que les boîtes plutôt early stage, donc qui ne font pas encore des gros ARR à moins d'1 million, elles ont un NPS qui est significativement supérieur en moyenne, je crois 70, à toutes les autres qui tombent plutôt autour des 50. À quoi c'est dû d'après toi? Parce que c'est facile de se dire, les autres ont plus de moyens, elles ont plus d'expérience, elles devraient avoir un meilleur NPS. Ça m'intéresse d'avoir ta lecture aussi là-dessus. moi, je vois deux prismes. Donc là-dessus, j'ai pas de données. Hein. C'est moi mon ressenti. Ouais. C'est que quand on est une société très très jeune et qu'on est dans la phase de validation de product market fit, ses clients, ses premiers clients, on les chouchoute. Et donc, comme on a besoin de tout savoir d'eux, on se lève client, on mange client, on se couche client. Pas que quand on est plus mature, on le fait moins, mais quand même. Il y a une proximité qui n'est pas la même. Une proximité qui est extrêmement forte avec ces 5-10 premiers clients, qui fait que il y a un ressenti d'expérience client et d'expérience produit qui est souvent beaucoup plus fort pour les premiers clients que les clients qui suivent. Donc ça, je pense qu'il y a un peu cet effet-là qui du coup a impacté sur le NPS, qui fait que effectivement, quand on fait moins d'1 million d'ARR, on a un NPS qui est à 70, donc qui est vraiment incroyable, parce que si on compare par rapport, je crois je te laisserai donner des benchmarks, mais les banques sont plutôt à entre moins 10 et 0. Ouais. Donc, juste pour donner le. Voilà. Ouais. Je crois que le taux global, c'est marrant parce que j'ai regardé il y a pas longtemps, c'est un peu en dessous de 20. Ouais, une ça. boîte sur Terre, tu vois, ça fait 20 de NPS, quoi. C'est ça. Et une boîte qui tient. Une boîte SaaS un peu moyenne, moi j'ai entre 30 et 40. 31, 40. Et donc, Okay. 70 quand tu es très jeune, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est un peu le premier effet. Et le deuxième que je vois, c'est un effet plus go-to-market logiciel, qui est qu'on voit quand même beaucoup de modèles de société qui, quand elles sont jeunes, ont une tendance à parler à des clients qui leur ressemblent, donc plutôt l'écosystème startup, plutôt un peu mid-market. Et quand elles grossissent, ont un mouvement qui est de ce qu'on appelle d'aller up-market, donc c'est-à-dire de remonter dans un cran dans la taille des clients, et donc de démarrer plutôt sur du mid-market et d'aller vers l'enterprise, d'aller vers des grands comptes. Qui sont des clients que tu connais moins bien et du coup tu sers peut-être un peu moins bien, etc. Et donc sur lesquels tu as forcément une adaptation de produit à faire, tu as un go-to-market à aussi faire évoluer. Et donc voilà, un peu intuitivement pour moi les deux explications. Mais je sais pas, ça m'intéresserait aussi d'avoir toi. Eh ben écoute, moi je suis. Alors, première chose à laquelle j'avais pas pensé et que j'adore dans ce que tu dis, c'est en gros on va vers les gens qui nous ressemblent. Et donc forcément il y a un fit naturel qui se fait, qui fait que tu arrives plus facilement à créer de la satisfaction. Parce que aussi tu les comprends mieux, parce que souvent tu as été à leur place. Il y a plein de produits de SaaS qui ont été lancés par un problème vécu par le fondateur lui-même. Il s'est dit bon, on va régler ça. Et puis j'ajouterais juste une chose à ça, c'est juste qu'il y a un biais, je pense. Parce que comme le fondateur il est sur le terrain partout et ses premiers clients c'est son réseau, donc c'est ses copains, au moment où tu fais un NPS, tu mets potentiellement une super note, parce qu'au final, si la plupart de tes boîtes c'est du mid-market et du enterprise, pour faire 1 million, ils n'ont pas 400 clients. Et du coup, potentiellement, il en connaît la moitié. Et l'NPS, il y a peut-être un biais psychologique qui fait que l'NPS décolle à ce stade, tout simplement. Ça pose une question assez légitime qui est finalement sur quoi est fait le NPS. Ouais. Est-ce qu'il est fait sur l'entrepreneur, sur le produit ou sur l'expérience À ce stade, ouais. Et à ce stade, plutôt sur l'entrepreneur ou le fondateur. Et plus tu te montes en l'équipe du début, ouais. Plus effectivement Par contre, après, et ça c'est génial, on arrive à voir que les gens arrivent à stabiliser leur NPS. Quand tu montes, même les boîtes qui sont de plus de 20 millions d'ARR, elles arrivent à garder des NPS autour de 50, qui restent des bons NPS en la matière. Et donc finalement, ce que Mike met en évidence dans sa citation, c'est de se dire, si on signe un contrat pluriannuel, c'est génial parce qu'on sécurise un revenu sur 1, 2, 3 ans en fonction de la durée du contrat. En revanche, c'est un contrat qu'on ne va pas aller rechallenger, renégocier et potentiellement faire évoluer à l'os. Trop confortable. Et donc, très bien, mais sans doute peut-être un peu trop confortable. Là où j'apporte une nuance, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde quand même globalement le marché mid-market, enterprise, il y a quand même, vu le contexte de marché, une mouvance globale d'aller friser certains budgets, notamment des budgets IT. Là, on est en octobre 2023, pour ceux qui nous regardent. En octobre 2023. Que je sache la situation.
Et donc, aller upseller ses clients, ça devient de plus en plus dur. D'accord. Et donc ça, on le voit, pour le coup, on le voit, il y a notamment un report d'Iconic qui est sorti récemment, qui le montre sur des sociétés un peu plus late stage, pour lequel quand même la partie upsell devient une part significative de la base de revenus générés chaque année, et qui sont assez impactés en termes de croissance, notamment parce que ça devient beaucoup plus dur d'upseller ses clients. Donc peut-être un mini revirement, dire finalement c'est peut-être bien de faire du du contrat dans le temps. Le pluriannuel, ça va impacter à la baisse son net retention rate. En revanche, dans un contexte de marché qui est un peu plus compliqué, on est content. On est content de sécuriser du revenu. Ok, je comprends la nuance. Est-ce que cette année, on a vu notamment, tu montres très bien dans le bench les secteurs d'activité sont représentés par les logiciels. On voit par exemple la cybersécurité qui commence à émerger. Quelles sont les autres grosses tendances SaaS qui se dégagent en 2023 par rapport aux années précédentes ? Je pense que la grande catégorie qui émerge par rapport aux autres années, c'est tout ce qui va être ce qu'on va appeler SaaS verticalisé. Donc du logiciel qui va être verticalisé sur une application. Pour le coup, c'est donc, application métier. Exactement. C'est le SaaS pour les comptables. Exactement. Ok. Le SaaS pour les comptables, le SaaS pour les restaurateurs, avec une verticalisation qui va être extrêmement forte. Donc c'est une multiplication de niches, exactement. Là où avant c'était peut-être un peu moins fragmenté. Quoi. Ouais, où c'était moins formalisé comme ça. D'accord. Donc ça c'est un peu effectivement la grande évolution, en tout cas l'émergence, ou en tout cas beaucoup de sociétés qui nous disent je suis du vertical SaaS. Là où on en avait moins. Il y a un autre chiffre qui m'a marqué parce qu'on en parle beaucoup, c'est justement comment se passe l'upsell dans les boîtes. On voit que les CSM provoquent un upsell qui est 3 fois moins cher que les commerciaux. Donc on dit souvent fidéliser un client, ça coûte 10 fois moins cher que d'en trouver un nouveau. Alors c'est pas exactement la même chose dont on est en train de parler, mais c'est lié. Moi j'aimerais parler de ce point parce que les CSM, souvent ils sont dans des situations de vente, mais ils ne sont pas formés à la vente, ils ne savent pas comment faire, et ça peut être un casse-tête pour les entreprises. Comment vous faites, vous, chez Serena, pour aider les CSM? Quels conseils vous leur donnez pour profiter de ce chiffre d'affaires qui est 3 fois moins cher à acquérir que les autres? Parce que moi, je commence à voir un petit peu des CSM en formation commerciale, en formation sales, mais il y en a trop peu quand on a cette donnée en tête, il y en a vraiment trop peu. Donc, avis à tous les CSM, il faut y aller, quoi. Mais ça pose aussi la question de l'organisation que tu mets en place dans ton équipe et à quel moment tu commences vraiment à séparer sales, CSM, qui fait le sell, est-ce que c'est le sales, est-ce que c'est le CSM. Et donc en fait là-dessus il y a une matrice à construire en fonction de la maturité de la société, de ton go-to-market. La complexité de ce que tu as à vendre, des choses comme ça. Le nombre d'interlocuteurs qui sont impliqués, beaucoup de choses. S'il y a une chose à retenir de ce benchmark, est-ce que cette année, ce benchmark, il t'a révélé une chose en particulier qui te paraît primordiale, une seule info à sortir, qui est nouvelle ou qui est marquante? Un élément qui est marquant, en tout cas qui moi m'a surpris positivement, c'est le burn multiple. Donc le burn multiple, qu'est-ce que c'est? C'est quand j'acquiers 1 euro d'ARR, combien est-ce que ça m'a coûté, enfin combien j'ai dû burner pour l'acquérir. Donc je prends un exemple tout simple. J'acquiers 0,5 million d'euros d'ARR, j'en brûle 1 million, j'ai un burn multiple de 2. D'accord. Et donc, il y a un adage dans le logiciel qui dit que pour être efficient quand on commence à devenir mature, il y a un enjeu à se rapprocher le plus de 1. Si je suis supérieur à 1, ça veut dire que je brûle beaucoup plus. Qu'est-ce que je fais rentrer? Je fais rentrer. C'est tout simple. Et si je suis inférieur, ça veut dire que je fais rentrer plus de cash que ce que j'en sors. D'accord. Et globalement, quand on est dans une phase de construction d'une technologie, de packaging dans un produit, on va avoir un burn multiple qui est très élevé parce qu'en fait on n'est pas du tout dans la phase d'acquisition de clients. Et donc là en fait ce qu'on voit c'est mais ce chiffre là il a assez peu de sens. Donc pour une boîte qui fait moins d'1 million d'ARR, on est sur un burn multiple qui est autour des 5, donc ça veut dire que je brûle 5 fois plus que ce que je fais rentrer, mais ça n'a pas beaucoup de sens de le regarder. En revanche là où ça commence à avoir du sens de le regarder, c'est quand je commence à mettre en place un début de go-to-market, un début d'équipe de vente. Donc c'est la phase où j'ai un produit, en tant que fondateur, je le vends. J'ai mes 5, 10, 15, 20 premiers clients en fonction de la taille des clients que j'adresse. Et je commence à recruter 1 ou 2 sales avec moi pour passer à l'étape d'après. Et donc là, ça commence à avoir du sens de le regarder.
D'accord. Et donc là, on va être plutôt autour des 2-3x pour les plus performants dans cette étape-là. Okay. Ça veut dire je brûle 2 ou 3 fois plus que ce que j'arrive à acquérir. Et ensuite, dès que je commence vraiment à structurer mon équipe de sales, donc là, on va plutôt être autour des entre 1 et 5 millions d'ARR. Ce qu'on voit, c'est que les sociétés les plus efficientes sont autour de 2x. Donc je brûle 2 fois plus que ce que j'arrive à tirer. Et au-dessus de 5, se rapproche tout doucement du 1x. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement efficient. Et si je reviens à la comparaison avec les startups américaines, pour le coup, quand on regarde le best-in-class européen, il est beaucoup plus performant. Que le best-in-class US. D'autant plus important, je pense, ce chiffre-là, que on revient, je ne vais pas dire à des essentiels, à des basiques aujourd'hui dans les startups où on leur demande d'être rentable. Donc, c'est ton burn multiple, il faut que tu le maîtrises, il faut qu'il s'écrase dans le temps jusqu'à passer inf en fait à 1 pour faire une boîte rentable. Et que ça fonctionne. Mais au début, ça sert à, enfin, si tu fais de la croissance, si tu vas lever de l'argent, c'est pas pour faire tu as envie de burner du cash et c'est pas pour faire un truc inférieur à 1, donc plutôt logique, quoi. Clairement. Et ce qui est contre-intuitif là-dessus, c'est qu'on pourrait se dire que ça impacte directement les taux de croissance des sociétés les plus performantes. Enfin, les taux de croissance des sociétés, tout court. Tu veux dire qu'on pourrait penser qu'il y a une corrélation entre le cash burn et la croissance ? Exactement. Et finalement, quand on regarde les sociétés les plus performantes, donc celles qui sont dans le premier quartile, finalement, celles qui sont dans le premier quartile ont un taux de croissance qui est meilleur sur les données que j'ai, donc en début d'année 2023, par rapport à l'étude de l'an dernier. D'accord. Donc si par exemple, je prends une boîte entre 5 et 10 millions d'ARR aujourd'hui, le top quartile il est à 110% de croissance, là où l'an dernier on était à un peu moins de 100%. D'accord, donc les boîtes ont appris. Donc en fait, finalement, chercher de l'efficience capitalistique notamment, ça n'a pas qu'un impact de dégrader le taux de croissance, mais ça permet aussi de se reconcentrer sur quels sont mes canaux qui fonctionnent, quelle est mon audience cible, mon cœur de proposition de valeur, et de se focaliser là-dessus. Et quand on se focalise là-dessus, finalement, en tout cas pour les boîtes pour lesquelles ça marche très bien, ça marche encore mieux. Et ça, c'est ce que tu soulignes, je vais le ressouligner, parce que souvent on pense qu'embaucher des commerciaux qui viennent des méga boîtes et de les payer une fortune, ça va régler tous nos problèmes de croissance, alors qu'il y a des fondamentaux avant de penser à la vente qui sont mon adéquation produit-marché, mon product market fit, qui sont ma promesse, mon message, enfin tous ces sujets que tu viens d'évoquer. Revenir aux fondamentaux avant d'aller recruter une armée de commerciaux qui nous coûte hyper cher, parce qu'ils sont toujours limités par la qualité de ton product market fit en fait. Il y a aussi une info hyper intéressante pour les gens qui nous regardent, c'est le moment où tu recrutes ton directeur commercial, ton VP Sales. Donc on voit que le point médian du moment de recrutement du directeur commercial, d'un VP Sales, il a 1 million d'euros d'ARR. Ça, c'est la donnée des gens que vous analysez. C'est pas forcément la bonne pratique. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à une boîte comme moment déclencheur? Quand est-ce qu'il faut recruter un directeur commercial? C'est une bonne question. C'est peut-être 1 million? C'est une bonne question. Au-delà du revenu, c'est aussi très lié au nombre de comptes et ce qu'on a appris sur les premiers comptes qu'on a réussi à signer. D'accord. Et donc, c'est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure, où dans la phase de product market fit, c'est quand même très porté par le fondateur qui va aller vendre, qui va aller chercher ses premiers clients. Et donc, il va aller chercher ses 5, 10, 15 premiers clients vraiment en fonction de la taille du... Donc là, je fais un peu une généralité, mais ça va vraiment dépendre de l'ACV du compte qu'on va aller chercher. Donc l'ACV, c'est le panier moyen, si on résume un peu simplement. Exactement. Et après, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on doit recruter d'autres personnes pour aller vendre? Quel est le profil de ces personnes? Donc quand tu dis d'autres personnes, c'est qu'on passe du fondateur-vendeur souvent aux premiers commerciaux. Exactement. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on voit que le médian c'est 1 million, ce qui se passe régulièrement, c'est qu'on va plutôt aller recruter un head of sales à qui on va passer le flambeau. Et c'est vrai que globalement, si je dois généraliser, parce que ça dépend vraiment du go-to-market, il y a quand même plutôt une best practice qui vise à aller recruter 2 sales qui vont venir en soutien du fondateur pour faire cette transition. D'accord. Et pourquoi 2 sales et pas 1? Parce que le grand risque, c'est que si on en a un, si il performe très bien, on ne sait pas si c'est parce qu'il est extrêmement bon, si c'est parce que c'est le produit qui se vend tout seul, si c'est... on a du mal en fait à savoir d'où ça vient. Et à l'inverse, si jamais il n'exécute pas au niveau des attentes qu'on peut avoir,
en fait, c'est très compliqué d'identifier si c'est que le fondateur en fait vendait juste super bien son produit, si c'est que le produit est un peu cassé, si c'est donc en fait on a du mal à sortir des apprentissages. Donc c'est pour ça que souvent la reco c'est de se dire ok, quand on passe du fondateur à un autre persona, plutôt sur 2 autres personnes. Et les profils qu'on va aller recruter, c'est des gens qui ont déjà au moins une expérience sur l'ACV qu'on va viser. Donc si on fait du grand compte, plutôt des gens qui ont fait au moins 2-3 ans d'XP, 2-3 ans d'expérience sur du grand compte et qui ont déjà bossé de préférence dans des startups, en tout cas sur les premières années de vie d'une société, pour éviter de tomber dans le biais où en fait les premiers sales ils vont devoir mettre les mains dans le cambouis, ils vont faire du sales up, du marketing, et donc ils vont pas avoir un job de sales qui est extrêmement verticalisé, ce qui peut devenir le cas quand on devient un peu plus mature. Et donc le risque qu'on a toujours en allant recruter des gens qui étaient dans des sociétés beaucoup plus grosses, c'est qu'ils s'attendent effectivement à avoir leur équipe de sales ops et de marketing qui vient les nourrir avec la bonne doc pour le bon persona, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les premiers mois, les premières années d'une startup. Et puis il y a une tentation aussi, c'est de se dire je vais recruter un commercial des mastodontes, un commercial de chez Salesforce ou de chez Amazon, alors que lui, et c'est le biais, on le voit souvent, je ne sais pas si c'est ton cas, mais nous on le voit souvent dans les boîtes qu'on accompagne, lui il a l'habitude, 1, d'être très verticalisé, 2, d'avoir énormément de support tout autour, et 3, d'avoir une marque qui parle pour lui, qui rend la vente beaucoup plus facile. Quand il se retrouve dans une startup, il pense qu'il va tout péter, et il débarque et on lui donne un ordinateur, un téléphone et il doit se démerder entre guillemets. Et c'est là où il y a beaucoup de moments où, c'est pas pour tout le monde, il y a beaucoup de déceptions. Donc attention à ça, et je trouve que ton analyse elle est très juste à ce sujet. Mais c'est là où il y a un enjeu d'être en conscience de quel est le niveau de maturité de sa société et de son go-to-market. Et dans cette étape-là, on a encore effectivement à vendre son produit à des clients, mais aussi surtout à affiner quel est le besoin du client, et donc il y a besoin que ça ping-pong très vite aussi avec les fondateurs. D'où un peu cette reco de dire on n'est pas dans la phase à ce niveau-là de dire bah, tiens t'es head of sales, je te file les clés du camion et il faut que ça ping-pong, il faut que le fondateur soit encore très impliqué. Ce qui serait le rêve du fondateur, d'avoir quelqu'un à qui on donne juste un salaire et qui règle le problème. Mais ça on en a parlé, j'étais venu avec Jérôme parler aux sociétés de votre portail, parler du syndrome du fondateur qu'on a inventé chez Mime. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus, allez la voir, qui explique exactement ce que tu viens de dire. On passe du temps à expliquer ce phénomène qui peut être dangereux. Parce que le fondateur, il vend hyper bien, il ne prend pas le temps de sortir ce qu'il y a dans son cerveau pour le transmettre. Et 2, parce qu'il peut espérer qu'en payant bien quelqu'un, il va se faire tout seul, alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Super, donc merci Sébastien. Je te propose maintenant de passer à ce qui est devenu un rituel chez nous. C'est le moment du question ball. Donc, je vais sagement replacer le prix et mettre le bol entre nous deux. Voilà, super. Attention au macaron. Donc, dans ce bol, il y a 8 questions. Je vais te laisser en tirer 5. Tu ne connais pas encore les questions. Et on va voir sur quoi tu tombes. Et puis, tu vas répondre à nos interrogations sur toi. Ok. Hop, là, je les remets un peu. Ouais, tu peux. Hop, là. La première question, quelle est la problématique sales la plus courante qui ressort des boards que tu fais avec les entreprises? T'as accompagné t'as investi dans combien de boîtes depuis le début? Depuis le début chez Serena, j'ai été impliqué dans un peu plus de 20 investissements. Ok. 20 investissements et j'en ai l'idée une dizaine. Ok. Donc ça commence à faire un bon panel. Avec des sociétés, beaucoup de logiciels, un peu de marketplace, un petit peu de consumer, mais quand même beaucoup de SaaS B2B. Beaucoup de SaaS B2B. Alors, qu'est-ce qui se dit là dans les boards sur les SaaS B2B? C'est quoi les problèmes de commerciaux? Ouais, donc la problématique sales la plus courante qui ressort des boards que tu fais avec les entreprises, ça va vraiment dépendre du stade de maturité de la société. Ok. Mais il y a quand même un point qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, qui est à quel moment mettre en place une équipe sales, quand même. Quels sont les premiers profils à recruter. Donc celui-là, il revient tout le temps. Bon, alors je vais te donner une question fermée pour répondre à cette question. Est-ce que c'est avant la série A ou est-ce que c'est après la série A? De recruter que tu mets ton équipe et ton head of sales, si tu devais choisir. SaaS, B2B. Ouais. En général, c'est très… je vais te faire un peu une réponse de… au milieu, à ce moment-là. Mais souvent, c'est souvent juste avant la série A. Parce que tu vas arriver avec un bon élément pour… Exactement. En fait, la série A sert
en grande partie à structurer son C-level, Mmh. dont le sales. Mmh. Et donc, souvent, tu as déjà identifié ce profil-là et tu es en train de le faire ramper, soit l'argent que tu es en train de lever va te permettre d'aller chercher. Ok. C'est quand même. Donc il est là le turning point quelque part. C'est très là sur cette phase-là. Et il y a un adage qui dit que le product market fit, il est entre 1,5 million et 2 millions d'ARR. C'est-à-dire qu'on le valide à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est exact. Ouais, non, mais quand on dans le principe. D'un point de vue très pratico-pratique, vraiment le moment où, quand on lit la phase de product market fit, qui est un peu le déclencheur de la phase d'accélération, en fait, on est entre 1,5 et 2. Tu connais le Sean Ellis test? Non. Sean Ellis test, c'est. Sean Ellis, dis-moi. C'est. Je connais Sean Ellis, mais je En sais gros, il a inventé un test. Tu vas voir tous tes clients, tu leur demandes, c'est un peu comme le NPS, mais pas exactement. Est-ce que tu serais déçu? Ah oui, ok. Et si 40% disent très déçu, on considère que tu as trouvé ton product market fit. C'est la méthode notamment qu'utilise Superhuman. Ouais, et bah d'ailleurs, le use case que j'avais lu, il y avait Superhuman dedans. L'appli de messagerie. Le Sean Ellis test. Ouais, j'ai lu ça une fois. C'est un mec qui a inventé ça. Mais c'est aussi ce que tu vois, par exemple, on a l'honneur d'avoir Niraj Agrawal dans les personnes justement qui ont commenté un peu, qui ont participé au SaaS Benchmark, qui est un des partenaires, un des GP de Battery Venture et co-investisseur avec nous dans quelques sociétés, dont Dataiku. Ok. Et lui a formalisé il y a maintenant une bonne dizaine d'années ce qui s'appelle le T2D3, qui est comment atteindre le statut de licorne quand on est une société SaaS en moins de 5 ans. Ok. Et justement, et donc il dit T2D3, donc triple, double. Ok. Triple twice, double 3 fois. Et justement, il démarre son premier triple à partir de 2 millions d'ARR qu'il estime être le product market fit. Donc, tu vois, d'accord. On est dans cette. On est là-dedans. Ok. Très bien. Prochaine question. Ouais, à quoi ils ressemblent les meilleurs commerciaux que tu croises? Fais-nous un portrait robot. Est-ce que ça ressemble au loup de Wall Street? Ah, c'est intéressant ça comme question. C'est intéressant parce que là-dessus, en tout cas plutôt sur des profils Head of Sales / CRO, c'est assez contre-intuitif, mais les meilleurs commerciaux que j'ai vus dans des sociétés, et ça va être très vrai sur du SaaS Enterprise, c'est des profils qui n'ont pas l'air, qui ne sont pas en tout cas la caricature du commercial. Ok. Et c'est hyper intéressant parce que les commerciaux que j'ai vus avec les meilleures performances sont plutôt des profils ingénieurs. Ok. Et donc ils vont prendre On adore. un CCS et qui vont le décortiquer parfaitement, avoir un niveau de processus et de procédure qui va être extrêmement fort. Donc plutôt l'antithèse de ce qu'on pourrait imaginer en l'esprit collectif. De ce qu'on projette intuitivement. Hyper intéressant. On ne s'est pas parlé avant. Je tiens à le préciser parce que moi j'arrête pas de répéter ça sur la chaîne tous les jours. C'est pour ça que j'ai monté cette boîte aussi. Mais ok, très, très content de le savoir et de le valider une nouvelle fois. C'est pour ça que je le mets en valeur parce qu'il y a un côté un peu des fois contre-intuitif là-dessus qui est intéressant à mettre en avant. Ouais. Génial. Hop. Alors, troisième question. Quel est le top 3 des raisons pour lesquelles une boîte SaaS échoue? Bonne question. J'ai envie de te demander qu'est-ce que ça veut dire échouer? Qu'est-ce que ça veut dire échouer dans ce contexte-là? Échouer, c'est mourir dans le cadre d'une startup. Ok. Raison numéro 1, ça va vraiment dépendre du stade de maturité. Raison numéro 1, ça va plutôt être sur des sociétés assez jeunes. Si tu ne trouves pas ton product market fit, donc tu construis une techno, tu construis un super produit, mais à un moment donné ça ne trouve jamais son marché, soit parce que tu es trop tard, soit parce que tu es trop en avance de phase, et ça arrive, et en général le remède pour pas mourir, c'est soit d'aller sur un acquire, ou donc c'est plutôt l'équipe qui va plutôt se faire racheter par aussi un techno ou sur l'asset techno. D'accord. Donc ça c'est un peu la première raison un peu classique, et la deuxième c'est des alignements des fondateurs où ils sont tapés dans la main et puis en fait 2 ans après ça va plus. Ils se rendent compte qu'ils sont complètement désalignés et là ça implose. Ok. Bon, dernière question. Yes. C'est parti. Allez, hop. Est-ce que tu penses que le métier de commercial va mourir? Elle est marrante cette question. Ouais. Avec les intelligences artificielles et tout ça, tout le monde se pose la question. Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, c'est marrant. Alors j'ai pas la conviction que l'intelligence artificielle va tuer le métier de commercial, parce que je pense que sans tomber dans
pour du bullshit, je pense qu'il va plutôt augmenter les commerciaux, les rendre plus efficients, etc. En revanche, ce qui pourrait tuer les commerciaux, c'est, je sais pas si c'est tuer, en tout cas demander de réadapter un processus commercial. C'est notamment l'émergence du business model et du go-to-market PLG, Product Led Growth, où on réfléchit son produit pour être indépendant et autonome dans l'acquisition de clients, dans l'onboarding, dans la rétention et dans la viralité pour aller chercher d'autres clients. Qui correspond pour l'instant plutôt à des produits dont le ticket moyen est plutôt bas, exactement, avec des utilisateurs historiquement plutôt B2C, mais de plus en plus B2B aussi. Exactement. Ouais. Et sur lequel on va plutôt être sur du low touch sales. Ouais. Et donc, ce qui ne veut pas dire qu'on s'affranchit complètement des sales, mais ils vont avoir un rôle qui est moins prépondérant. C'est plus le sales qui est en maîtrise, entre guillemets, du cycle de vente, c'est le produit. Et donc, en fait, le funnel n'est plus le même. Et il faut venir apporter soit de l'expérience commerciale, soit de l'expérience produit à d'autres maillons de la chaîne de valeur. J'ai l'impression que ça va cliver le métier ou ça va le rendre intéressant à deux extrêmes. D'un côté, le low touch dont tu as parlé, et de l'autre côté, bon, on aura toujours besoin de mecs qui sont capables de vendre des réacteurs, d'une flotte d'avions à Airbus ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se stretcher comme ça et d'aller chercher les trucs intéressants dans les extrêmes. Quoi. Mais ça repose la question du processus de vente et ça repose la question de l'expertise métier, de l'expertise technologique. Absolument. Des personnes qui vont jouer ce rôle-là. Et absolument. Je pense que les attentes vont être un peu différentes. À voix différente, ouais. Voilà. Donc merci Sébastien pour ce temps passé ensemble, c'était hyper intéressant. Je suis très content qu'on ait pu parler de ton étude parce que comme je te dis, j'en suis un fervent dépenseur et je pense qu'il manquait ça en Europe et en particulier en France. Allez voir le European SaaS Benchmark, c'est vraiment génial. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez le télécharger, ça se lit hyper bien. Ils ont fait ça hyper proprement. Merci encore Sébastien. On va vous mettre un QR code quelque part, comme ça, si vous êtes sur ordinateur, vous pourrez scanner et accéder directement à cette étude. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Une édition 2024 avec 2 fois plus de sociétés. Donc, nous, on adorait aussi, ouais. Donc, cibler les 1500 boîtes. 1500 boîtes. Voilà. Okay. C'est le défi là que tu viens de que je viens de te mettre. Ok, donc c'est enregistré 1500 boîtes l'année prochaine. Exactement. Si vous voulez vérifier que Sébastien a fait son résultat, je vous invite à le suivre sur LinkedIn. Sébastien Leroy. On va aller vous l'écrire quelque part aussi. Peut-être, est-ce que tu as envie de dire un mot ? C'est quoi le mot de la fin ? J'ai été ravi de t'accueillir dans nos bureaux chez Serena. Mais merci de m'avoir accueilli, c'était top. Et le mot de la fin, en un mot. J'ai envie de dire efficient growth. Ok, merci. Et quand même tout le prisme qu'on a pris. Que vous avez, ok.